Le château de la Cour s'élevait fièrement au milieu des collines ondulantes des environs de Bordeaux, entouré de rangées parfaitement alignées de vignes qui s'étendaient à perte de vue. Construit en pierre blonde et flanqué de tours anciennes, il inspirait à la fois admiration et distance. À l'intérieur, pourtant, régnait un silence lourd, presque cérémonial, comme si les murs eux-mêmes portèrent le poids d'une solitude ancienne et bien trop installée. Mathieu de la Cour, héritier unique d'un empire viticole bâti par 3 générations avant lui, vivait seul entre ces murs depuis plus d'une décennie. Orphelin depuis ses 23 ans, il avait appris à diriger avec fermeté et précision, mais jamais avec chaleur. Le personnel de maison, réduit à 3 employés fidèles, ne restait que par respect pour ses parents, non pour l'homme taciturne qu'il était devenu. Mathieu n'avait ni épouse, ni enfant, ni confident. Son quotidien se déroulait avec la rigueur d'un métronome. Levé à 7 heures du matin, inspection des vignobles à 9, réunion silencieuse dans son bureau boisé à 11, déjeuner seul à 12h30, puis l'après-midi rythmé par des documents, des chiffres, des décisions, sans jamais un sourire, sans jamais un mot de trop. Ce n'était pas toujours ainsi. Il y avait eu un temps, révolu, lointain, où le château résonnait de voix, de musique, de promesses. Mais tout cela s'était éteint le jour où il avait compris que même les liens les plus sacrés pouvaient se rompre sous le poids de la trahison. Depuis, il s'était réfugié derrière les chiffres, les murs, les habitudes. Il n'y avait pas de place pour l'imprévu dans la vie de Mathieu de la Cour. Pas de place pour le désordre, encore moins pour les sentiments. Ce matin-là, pourtant, quelque chose d'inattendu se produisit. La gouvernante, Madame Lemoine, frappa discrètement à la porte de son bureau pour lui rappeler l'arrivée d'une nouvelle recrue, une assistante personnelle. L'ancienne avait pris sa retraite 6 mois plus tôt, et depuis, aucun candidat n'avait convenu. Mathieu n'avait pas pris la peine de rencontrer les postulants. Il avait chargé Madame Lemoine et son intendant de faire une sélection. Cette fois, elle insistait. « Monsieur de la Cour, je pense que vous devriez au moins la saluer. Elle commence aujourd'hui. » Il leva les yeux de son écran, légèrement agacé, puis acquiesça d'un hochement bref. Le poste en soi n'avait rien d'extraordinaire. Gestion d'agenda, correspondance, préparation de dossiers, coordination discrète avec les domaines partenaires. Mais dans cet univers réglé au millimètre, l'entrée d'un élément inconnu représentait un léger frémissement dans la surface lisse de ses journées. Il n'y prêta pas plus attention. Assis dans le fauteuil en cuir fauve de son bureau, Mathieu feuilletait distraitement un rapport lorsque la porte s'ouvrit doucement. Madame Lemoine entra d'abord, suivie d'une silhouette mince et droite. « Monsieur de la Cour, voici Mademoiselle Camille Fournier. » Elle s'avança d'un pas mesuré, les mains jointes devant elle, le regard franc malgré une certaine timidité perceptible. Mathieu leva à peine les yeux. Il n'attendait rien. Pas d'enthousiasme, pas de maladresse, juste une formalité à remplir. Pourtant, lorsqu'il croisa enfin ses yeux, quelque chose le frappa. Il ne sut dire quoi. Ce n'était pas une beauté flamboyante, plutôt une présence discrète, mais ancrée, comme une lumière douce dans une pièce froide. Il la fixa un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, puis baissa à nouveau les yeux. « Bienvenue, Mademoiselle Fournier. Madame Lemoine vous expliquera tout. » Et ce fut tout. Aucune poignée de main. Aucun sourire, aucune question. Camille acquiesça, polie, sans se troubler. Elle suivit Madame Lemoine hors de la pièce, sans un mot de plus. Mathieu resta seul, comme toujours. Mais un léger trouble persistait, à peine perceptible, comme une note dissonante dans une partition trop parfaite. Il ne savait pas encore que ce frisson minuscule serait le premier craquement dans l'armure qu'il s'était forgée. Une armure épaisse, impénétrable, mais pas invincible. La journée reprit son cours. Camille s'installa dans le petit bureau annexe, feuilleta les premiers dossiers, prit connaissance de l'organisation rigide de la maison. Elle ne dit presque rien, mais observa tout. Ses gestes étaient précis, discrets. Pas de parfum fort, pas de talons bruyants, pas de sourire forcé. Juste une présence attentive, presque invisible. Exactement le type de personne que Mathieu aurait choisi, s'il avait daigné choisir lui-même. Le soir venu, il la croisa brièvement dans le couloir en allant vers la bibliothèque. Elle s'écarta légèrement pour lui laisser le passage. Encore une fois, leurs regards se croisèrent, fugaces. Rien de plus qu'un instant suspendu. Mais il y avait dans les yeux de Camille une chose que Mathieu ne parvenait pas à nommer. Une chose ancienne peut-être, une tristesse tranquille ou une force silencieuse.
Il referma la porte derrière lui, s'adossa un instant au bois massif. Puis, sans trop savoir pourquoi, il sourit. Un sourire bref, imperceptible, comme un murmure dans le silence. Il n'était pas prêt à l'admettre, mais quelque chose venait de changer. Ce n'était encore qu'un souffle, mais un souffle, parfois, suffit à ébranler un monde entier. Le train régional ralentit en approchant de la gare de Libourne, où le vent d'automne portait l'odeur humide des feuilles mortes et du raisin pressé. Camille Fournier, 28 ans, fixait par la vitre le paysage brumeux qui glissait lentement, comme si le monde entier retenait son souffle. Elle tenait sur ses genoux un sac en cuir usé, héritage d'un père qu'elle n'avait plus revu depuis ses 17 ans. À l'intérieur, une chemise avec son CV imprimé et une lettre d'acceptation formelle. Le poste avait été proposé avec une rare rapidité et malgré ses hésitations, elle l'avait accepté. Elle ignorait encore tout de son futur employeur, si ce n'est qu'il vivait reclus dans un château situé aux abords de Saint-Émilion et qu'il dirigeait un domaine vinicole réputé dans toute la région. Camille n'avait pas le luxe de refuser un emploi. Depuis que sa mère était tombée malade, puis emportée par une longue lutte contre un cancer, c'était à elle que revenait la charge de tout. Le loyer, les factures, la petite sœur encore au lycée. Elle avait mis de côté ses propres projets, ses études avortées en lettres modernes, ses ambitions de devenir éditrice. La vie ne lui avait pas demandé son avis. Elle avait appris à s'effacer sans se perdre, à résister sans éclat. Lorsqu'elle descendit du train, un homme en uniforme l'attendait avec un panneau portant simplement son prénom, Camille. Elle le salua poliment, glissa sa valise dans le coffre de la berline noire et s'installa à l'arrière sans poser de questions. Le trajet jusqu'au château fut silencieux. Elle observa les vignes dénudées, les pierres des maisons anciennes, les ciels immenses de la campagne bordelaise. Une étrange sensation l'envahissait entre appréhension et soulagement. Ce lieu, elle le sentait, allait lui offrir quelque chose de différent. Peut-être un simple répit, peut-être un nouveau commencement. À son arrivée, la gouvernante, Madame Lemoine, l'accueillit avec une bienveillance discrète. Femme d'une 60aine d'années au chignon impeccable, elle l'informa brièvement des règles de la maison. Discrétion, ponctualité, autonomie. Elle la guida à travers les couloirs du château jusqu'à une petite chambre réservée au personnel, sobre mais propre, avec vue sur le verger. Monsieur de la Cour vous recevra brièvement dans son bureau. Ne soyez pas surprise par son comportement. Il est réservé. Camille hocha la tête. Elle ne s'attendait pas à des effusions. Elle avait connu assez d'hommes brisés pour reconnaître d'avance les contours du silence qu'ils imposaient autour d'eux. Ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver, c'était un regard. Et ce regard, elle le croisa à peine 10 minutes plus tard. Le bureau de Mathieu de la Cour était vaste et sombre, tapissé de boiseries anciennes, une large fenêtre donnant sur les vignes. Il était assis, le dos droit, entouré de dossiers empilés, le visage à moitié tourné vers la lumière. Camille sentit aussitôt que cet homme n'était pas seulement riche ou influent. Il était distant, mais pas vide. Quelque chose battait encore derrière cette façade figée. Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Cela ne dura qu'un instant, mais ce fut suffisant pour troubler légèrement Mathieu. Ce regard n'avait rien d'intrusif. Il n'y avait ni admiration forcée, ni peur, ni curiosité mal placée. Simplement une présence, douce et posée. Elle n'essayait pas de plaire. Elle ne fuyait pas non plus. Il détourna les yeux, fit un léger signe de tête et prononça les seules paroles de leur première rencontre. « Bienvenue. Madame Lemoine vous expliquera le reste. » Il n'en dit pas davantage, elle non plus. Elle sortit du bureau en silence, mais avec une étrange impression d'avoir vu, l'espace d'un instant, un homme qui n'était pas tout à fait celui que les autres croyaient. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine discrète. Camille découvrit peu à peu l'organisation rigide du château. Elle commença à trier les archives, à mettre de l'ordre dans les agendas, à répondre aux courriers restés en attente. Elle parlait peu, écoutait beaucoup. Chaque matin, elle croisait Mathieu brièvement dans les couloirs. Il la saluait d'un signe de tête, parfois d'un « bonjour » murmuré. Jamais un mot de plus. Mais elle le voyait, parfois, s'arrêter à la fenêtre, observer les vignes sans vraiment les voir. Elle le surprit un jour en train de toucher distraitement un livre dans la bibliothèque sans le lire, comme si le contact seul réveillait une mémoire qu'il préférait oublier. Un autre jour, elle entra dans son bureau alors qu'il écrivait à la main, chose rare pour un homme aussi rationnel.
Il cacha la feuille aussitôt, mais Camille retint ce détail. Elle ne posait pas de questions. Elle avait appris à ne pas forcer les silences. Et peut-être était-ce cela qui désarmait Mathieu sans qu'il le comprenne encore. Son absence de prétention, son respect du rythme lent et figé de cette maison. Camille n'était pas venue pour bouleverser quoi que ce soit. Elle cherchait un emploi, un toit, un peu de stabilité, mais sans le savoir, elle faisait déjà vaciller un équilibre installé depuis trop longtemps. Un matin, alors qu'elle classait d'anciens documents dans l'annexe de la bibliothèque, elle entendit des pas s'arrêter derrière elle. Mathieu entra sans prévenir. Il s'arrêta, visiblement surpris de la voir là. « Je vous ai fait peur ?» demanda-t-il. Elle se redressa, un peu surprise de l'entendre lui adresser une question aussi directe. « Non, monsieur. Je faisais du tri dans les archives. Il y avait des lettres jamais ouvertes. Je pensais que... » Il s'approcha, jeta un œil distrait aux papiers étalés. Son regard s'arrêta brièvement sur une feuille particulière. Il la prit, la plia lentement et dit simplement « Vous pouvez continuer ». Puis il sortit. Ce fut la première fois qu'il l'observa réellement. Elle ne portait aucun maquillage. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple. Ses vêtements étaient modestes, pratiques. Mais il y avait dans sa manière de se tenir, dans son calme, quelque chose de presque ancien. Une dignité que même les années difficiles n'avaient pas entamée. Dans les jours qui suivirent, il se surprit à la chercher du regard sans y penser, à écouter ses pas dans le couloir, à remarquer son absence quand elle n'était pas là. Et il ne s'expliquait pas ce trouble, il ne voulait pas de cela. Il ne croyait plus à ces choses-là. L'amour n'était qu'un mot vide, un piège, une promesse jamais tenue. Il en avait trop souffert, mais quelque chose en Camille échappait à ses défenses habituelles. Et s'il lui refusait encore de mettre un nom sur ce qu'il ressentait, Camille, elle, commençait à pressentir que derrière les silences de cet homme, il y avait un cœur abîmé, et qu'elle peut-être n'était pas tout à fait indifférente à cette faille. Ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'est que ce fragile début de présence allait bientôt tout changer. Le 3e lundi de son nouveau poste, alors que l'aube baignait encore le château d'une lumière grise et froide, Camille pénétra dans la bibliothèque pour une tâche qu'elle avait repoussée depuis son arrivée. L'organisation de la correspondance personnelle de Monsieur de la Cour, conservée dans des boîtes anciennes entassées dans un meuble bas, à moitié dissimulé derrière un fauteuil en cuir. Madame Lemoine l'avait prévenu que ses archives n'avaient pas été ouvertes depuis des années. Mathieu ne consultait jamais ce coin reculé de la bibliothèque et personne n'osait y toucher sans autorisation. Mais cette fois, c'est lui-même qui avait laissé un mot laconique sur le bureau de Camille. « Classer les lettres du fond. Merci. » Elle ouvrit la première boîte, recouverte de poussière, et se mit à trier les enveloppes jaunies, les cartes postales anciennes, les feuilles détachées sans date. Tout y était méticuleusement conservé, parfois par ordre chronologique, parfois dans un désordre émotionnel évident. Au milieu de ces papiers, elle découvrit une petite enveloppe blanche sans adresse, scellée mais non cachetée. Intriguée, elle la prit entre ses doigts. Elle n'était pas datée, mais le papier semblait plus récent que les autres. Elle hésita. L'enveloppe n'était pas fermée. Une part d'elle savait qu'elle ne devait pas l'ouvrir. Une autre ne comprenait pas pourquoi un courrier non envoyé se trouvait parmi ses archives. Finalement, elle laissa la feuille glisser hors de l'enveloppe, lentement, comme si chaque geste pouvait réveiller une douleur ancienne. C'était une lettre manuscrite, à l'encre noire, rédigée d'une écriture régulière mais tendue. Les premières lignes suffirent à lui faire comprendre qu'elle ne lisait pas un simple message. C'était une confession. Une lettre jamais envoyée, sans doute destinée à une femme disparue depuis longtemps. Les mots n'étaient ni doux ni pleins de rancune, mais empreints d'une sincérité brute, presque douloureuse. Il y parlait de confiance brisée, de choix irréparables, de la difficulté à se reconstruire sans haine. À la fin, une phrase restait suspendue comme une note inachevée. « J'aurais voulu que tu ne me quittes pas avant que je ne sois prêt à te pardonner. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle replaça la lettre dans l'enveloppe, lentement, sans bruit, puis la glissa dans un petit dossier qu'elle posa délicatement sur le bureau de Mathieu, parmi les papiers à relire. Elle n'ajouta aucun mot, aucune note, aucune explication. Plus tard dans la journée, alors que Camille classait des documents dans son propre espace de travail, elle sentit une présence dans l'encadrement de la porte. Mathieu était là, silencieux, tenant l'enveloppe dans sa main. Il la regarda, non pas avec colère ni avec reproche, mais avec une intensité calme,
comme si un fil invisible venait d'être tendu entre eux. Il ne demanda pas si elle avait lu. Il n'en avait pas besoin. Elle soutint son regard, sans honte, sans justification. Il resta quelques secondes immobile, puis referma la porte sans un mot. Ce soir-là, il resta longtemps dans la bibliothèque. Camille, en allant déposer les derniers courriers, le vit assis dans le fauteuil en cuir, les coudes sur les genoux, le visage penché vers le sol. Il tenait un verre à moitié plein, mais il ne buvait pas. Elle fit demi-tour sans bruit, le laissant dans son silence. Le lendemain matin, Mathieu arriva plus tôt que d'habitude. Il semblait calme, mais plus attentif. Durant la réunion hebdomadaire avec l'intendant et la gouvernante, il posa quelques questions auxquelles Camille répondit brièvement. À la fin, alors que les autres quittèrent la pièce, il dit d'un ton neutre « Mademoiselle Fournier, j'aimerais que vous m'aidiez à revoir le classement des archives du domaine cette semaine. Il y a des choses que j'ai négligées trop longtemps. » Elle acquiesça simplement. Ce fut tout. Aucun remerciement, aucun aveu. Mais dans la manière dont il la regardait, il n'y avait plus la même distance. Il ne s'agissait pas de confiance, pas encore, mais d'un respect silencieux, d'un commencement fragile. Au fil des jours suivants, ils travaillèrent côte à côte plusieurs heures par jour dans la salle des archives, dans un silence ponctué seulement de questions techniques, d'échanges précis, de gestes partagés autour des vieux dossiers. Camille ne cherchait pas à briser la distance. Elle ne posait jamais de questions personnelles, ne revenait jamais sur la lettre. Elle comprenait qu'avec cet homme, le respect du silence était une forme d'écoute. Un après-midi, alors qu'il classait des plans cadastraux anciens, Mathieu lui tendit un dossier sans la regarder directement. « Vous avez été discrète. » Beaucoup ne l'auraient pas été. Elle leva les yeux vers lui. Il ajouta simplement, presque à voix basse, « Merci. » Ce mot, prononcé sans solennité, avait plus de poids qu'un discours. Camille sentit quelque chose en elle se détendre, un nœud discret qu'elle portait depuis son arrivée. Elle lui répondit par un simple sourire, petit, mais sincère. Il ne dit rien de plus, mais elle vit que ses épaules s'étaient légèrement relâchées. Ce soir-là, en rangeant ses affaires, elle se surprit à repenser aux mots de la lettre. Pas à la trahison, ni à la femme disparue, mais à cette phrase suspendue. « J'aurais voulu que tu ne me quittes pas. » Et elle se demanda ce que cela fait, dans une vie, de porter un pardon qu'on n'a jamais eu le temps d'offrir. De son côté, Mathieu écrivit à nouveau dans son carnet qu'il n'avait plus touché depuis des années. Il ne relut pas la lettre. Il n'avait pas besoin de la relire. Ce qu'il ressentait désormais n'était pas lié au passé. C'était autre chose. Quelque chose de nouveau, d'inconfortable, mais vivant. Il ne l'appelait pas encore désir, ni espoir, ni besoin, mais il savait qu'en présence de Camille, il ne pouvait plus se contenter de vivre derrière des murs. Et si tout cela devait un jour se briser à nouveau, alors tant pis. Il valait peut-être mieux affronter le risque de sentir que de rester à jamais figé dans le confort froid du renoncement. La proposition arriva un jeudi soir, alors que Camille rangeait un dossier terminé sur l'étagère métallique de son bureau. Mathieu passa devant la porte, s'arrêta une fraction de seconde et, sans même vraiment la regarder, lança d'un ton presque neutre. « Il y aura un dîner demain soir avec le personnel. J'aimerais que vous soyez présente. » Ce n'était pas une question, ni un ordre, mais une formulation qui ne laissait guère de place à un refus. Camille, surprise, répondit par un simple « Très bien, monsieur », et il continua son chemin sans attendre de réaction. Elle resta un instant debout, le dossier en main, se demandant si c'était une invitation sincère ou une formalité imposée par l'étrange rapprochement qu'ils avaient entamé, à mots couverts et gestes rares. Le lendemain, la cuisine s'agita dès la fin d'après-midi. Cela faisait des années que le château n'avait pas connu un repas partagé au-delà de Noël ou du Nouvel An. Madame Lemoine dirigeait les préparatifs avec efficacité, aidée par l'intendant, Monsieur Thibault, et une cuisinière venue spécialement du village voisin. Camille, elle, ne savait pas exactement quel rôle elle devait jouer dans cette situation. Ni domestique, ni invitée, elle était dans une zone floue, comme souvent depuis son arrivée. Elle choisit une robe discrète, bleu nuit, simple mais soignée, et attacha ses cheveux en un chignon bas. Elle descendit dans la salle à manger en silence, salua chacun avec politesse, puis s'assit à la place qui lui fut désignée. Mathieu arriva le dernier. Il portait une chemise sombre, sans cravate, les manches légèrement retroussées, comme s'il cherchait, lui aussi, une forme d'équilibre entre autorité et présence. Il salua brièvement l'équipe, puis s'assit en bout de table. Les premiers échanges furent timides,
limité aux banalités sur la saison des vendanges à venir ou l'état des vignes. Mais peu à peu, sous l'effet du vin, des rires feutrés et des plats savoureux, une forme de chaleur inhabituelle s'installa autour de la table. Camille observa Mathieu du coin de l'œil. Il ne parlait pas beaucoup, mais écoutait attentivement. Elle remarqua que son regard s'attardait parfois sur les échanges entre les autres membres du personnel, comme s'il redécouvrait une langue oubliée, celle des conversations simples, de la complicité sans enjeu, de l'humanité non filtrée. Il ne souriait pas, mais ses traits s'étaient détendus. Lorsqu'elle croisa son regard pour la première fois de la soirée, il ne détourna pas les yeux, il ne sourit pas non plus. Mais quelque chose passa entre eux. Un souffle, une reconnaissance muette. Elle n'était pas ici seulement comme assistante, il le savait, et elle commençait à le comprendre aussi. Le repas continua, ponctué de souvenirs de jeunesse partagés par Madame Lemoine, de blagues discrètes lancées par Thibaut, et de silences qui, pour une fois, n'étaient pas pesants. Quand le dessert fut servi, Camille se leva pour aider à débarrasser, mais Mathieu l'arrêta d'un simple geste de la main. « Ce soir, vous êtes invités. Restez. » Elle obéit, troublée par ce ton doux, presque intime, qu'elle ne lui connaissait pas. Elle se rassit, les mains jointes sur ses genoux, et regarda les autres continuer à échanger. Le dîner dura encore une bonne heure. Puis, peu à peu, chacun prit congé. Madame Lemoine éteignit les bougies une à une, et Thibaut proposa à Camille de la raccompagner, ce qu'elle refusa poliment. Elle sentait que quelque chose n'était pas terminé. Elle resta seule un instant dans la grande salle à manger, observant la nappe froissée, les verres à moitié pleins, les assiettes désertées. Le silence retomba, mais un silence différent, chargé d'un écho inhabituel. Mathieu réapparut. Il s'avança, ramassa un verre oublié, le posa sur le plateau. Il ne parlait toujours pas, mais sa présence, cette fois, n'était pas distante. Il se tenait près d'elle, sans chercher à imposer ou à fuir. Elle se leva doucement, fit un pas vers la porte. Il la regarda. Elle s'arrêta. Ce genre de dîner, ça ne m'est pas naturel. Sa voix était grave, posée, mais presque hésitante. Camille tourna légèrement la tête, cherchant son regard. Il poursuivit. « J'ai passé trop de temps à ne pas voir les gens, ou à ne pas vouloir les voir. Ce soir, j'ai essayé. » Elle aurait pu répondre quelque chose de banal. Un encouragement, un remerciement, une banalité rassurante. Mais elle choisit le silence, et dans ce silence, elle resta. Elle ne s'éloigna pas. Elle ne combla pas le vide avec des mots inutiles. Alors, sans un mot de plus, Mathieu s'éloigna. Elle l'entendit monter les marches vers l'étage. Quand le bruit de ses pas s'effaça, elle se retrouva seule à nouveau. Mais cette solitude-là n'était pas froide. Elle avait le goût d'un lien naissant, fragile et pourtant réel. Ce soir-là, dans sa chambre, Camille prit un carnet qu'elle gardait au fond de sa valise. Elle n'écrivait plus depuis longtemps, pas depuis la mort de sa mère, mais elle nota quelques lignes, sans trop réfléchir. Des mots simples. Il a essayé, moi aussi. Puis elle referma le carnet et éteignit la lampe. À l'autre bout du château, dans sa chambre aux murs couverts de tableaux anciens, Mathieu ouvrit son propre journal. Il n'y écrivait presque jamais. Mais ce soir, il prit la plume et traça une seule phrase, presque rageuse. « Elle est dangereuse, parce qu'elle me fait sentir. » Puis, il reposa le carnet, s'allongea dans le lit et resta longtemps éveillé, les yeux fixés au plafond. Dans les jours suivants, aucun mot ne fut échangé à propos du dîner. Mais quelque chose avait changé. Mathieu se montrait plus présent dans les espaces communs, plus attentif aux paroles des autres. Camille, elle, prenait soin de ne jamais franchir les limites. Elle restait à sa place, mais elle sentait que cette place n'était plus tout à fait la même. Ils continuaient à se croiser chaque jour, dans les couloirs, au bureau, dans les allées du jardin. Leurs échanges restaient sobres, mais le regard de Mathieu, désormais, ne fuyait plus. Il ne se protégeait plus derrière son mutisme. Il observait, il écoutait, et parfois, brièvement, il semblait chercher quelque chose dans le visage de Camille. Une confirmation, une certitude, mais ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à la nommer. Pas encore. Le souvenir des blessures anciennes était trop fort, la peur de déranger l'équilibre encore trop fragile. Alors ils continuaient à marcher l'un à côté de l'autre, sans se toucher, sans se perdre, comme deux lignes parallèles qu'un souffle, un jour, pourrait rapprocher. Et dans le silence de ces jours qui passaient, une vérité s'installait doucement. Le cœur le plus fermé peut encore parfois apprendre à écouter,
même s'il ne comprend pas encore ce qu'il entend, même s'il refuse de croire que ce qu'il ressent n'est pas un piège. Le ciel s'assombrit dès le milieu de l'après-midi ce jour-là, et un orage discret commença à gronder au loin, asséchant l'air dans un silence oppressant. Camille profitait d'un moment de répit entre deux tâches pour traverser le jardin, un parapluie replié à la main, observant les premières gouttes tomber sur les pierres lises de l'allée. Elle cherchait des dossiers oubliés dans la serre, dont Madame Lemoine lui avait parlé, contenant des notes anciennes sur les cépages plantés à l'époque du père de Mathieu. Ce genre de documents précis et techniques semblait ne pas avoir d'importance. Mais Camille avait compris que dans cette maison, chaque détail gardait un poids, un sens, un ancrage. Elle marchait vite, concentrée, quand ses chaussures glissèrent sur les marches en pierre humide, menant à la petite véranda attenante à la serre. Le choc fut rapide. Le genou heurta le sol, la main gauche chercha à amortir la chute. Elle resta un instant immobile, sonnée, le souffle court, la pluie fine commençant à mouiller sa nuque. Elle tenta de se redresser, mais une douleur vive au poignet la fit grimacer. À cet instant précis, une silhouette apparut, sans bruit, surgissant de la porte arrière du château. Mathieu. Il s'approcha rapidement, sans dire un mot, et s'agenouilla à côté d'elle. Ses mains cherchèrent à l'aider à se relever. Quand ses doigts touchèrent son poignet gauche, Camille se crispa malgré elle. Il s'arrêta immédiatement, ses yeux captant ce mouvement. Il poussa doucement la manche de sa chemise, et là, sur la peau pâle, une fine cicatrice apparut, horizontale, ancienne, mais encore visible. Aucun des deux ne dit rien. Il ne posa pas de questions. Elle ne chercha pas à se justifier. Un silence tendu, mais respectueux, se posa entre eux. Mathieu l'aida à se relever, vérifiant discrètement qu'elle pouvait marcher. Elle s'appuya sur lui, légèrement, juste assez pour sentir la fermeté de sa présence, sans s'y accrocher. Ils ne se regardèrent pas, mais chacun sentait l'autre penser. Dans ce contact bref, dans cette proximité inattendue, quelque chose passa. Invisible, mais puissant. Non pas un secret découvert, ni une blessure révélée, mais une reconnaissance muette. Tu as souffert aussi. Je le vois. Je ne te demande rien, mais je ne fais pas semblant de ne pas avoir vu. Ils regagnèrent l'intérieur et Mathieu insista pour qu'elle s'assoie. Il apporta lui-même une poche de glace, la posa doucement contre son poignet. Il resta debout devant elle, sans s'imposer, mais sans fuir non plus. Ses gestes, précis, contrôlés, portaient une attention nouvelle. Pas de pitié, pas de gêne, juste une forme de soin, de respect. Camille gardait les yeux baissés, la mâchoire serrée. La douleur physique n'était rien comparée à ce qu'elle sentait monter en elle. Une peur sourde que cette cicatrice ait tout changé, qu'elle ait trahi malgré elle une part d'elle qu'elle tenait enfermée depuis des années. Mais Mathieu ne fit aucun commentaire. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, il la regardait d'un air grave mais calme. Il ne lui demanda pas d'explication. Et c'est précisément cette absence de curiosité, cette retenue presque tendre, qui l'ébranla davantage. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Alors il parla le premier. « Vous pouvez prendre le reste de l'après-midi pour vous reposer. Je ferai transmettre les dossiers de la serre. » Elle acquiesça. Il ajouta, un peu plus doucement, « Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. » Elle n'était pas habituée à cette bienveillance. Pas sous cette forme-là. Elle ne savait pas si elle devait y voir un simple geste de patron ou autre chose. Mais elle hocha la tête et se leva lentement. Le lendemain, elle reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Mathieu non plus ne fit aucune allusion. Pourtant, chaque fois qu'ils se croisaient, leurs regards semblaient chargés de quelque chose de nouveau. Une complicité silencieuse, une fragilité commune, un respect né du non-dit. Camille n'avait jamais raconté à personne l'origine de cette cicatrice, pas même à sa sœur. Elle n'en avait pas honte, mais elle n'en parlait pas. Elle ne voulait pas être définie par cela. Elle avait survécu, c'était tout. Mais Mathieu, sans poser de questions, avait vu. Et surtout, il n'avait pas détourné les yeux. Cela valait plus que toutes les paroles. Au fil des jours, leur routine reprit, mais différemment. Quand il entrait dans son bureau, il frappait légèrement, même si la porte était ouverte. Quand elle lui transmettait un dossier, il prenait le temps de lire en sa présence, lui lançant parfois une remarque, un commentaire, une question qui n'avait rien à voir avec le travail. Un jour, il lui demanda ce qu'elle lisait. Elle répondit, étonnée par son intérêt. Il n'enchaîna pas, mais le lendemain, elle trouva dans son espace un livre de l'auteur qu'elle avait mentionné. Ce genre de geste discret, presque invisible,
mais lourd de sens, devint leur manière de communiquer. Ils ne parlaient toujours pas de ce qui comptait vraiment, ni de la lettre lue par hasard, ni du regard échangé pendant le dîner, ni de la cicatrice. Mais chaque jour, un mot, un regard, un silence construisait une passerelle, pas vers une relation, pas encore, mais vers une possibilité. Et cela déjà bouleversait Mathieu plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se surprit un soir à repenser à ces années de solitude, à la manière dont il avait enterré toute émotion derrière l'ordre, la maîtrise, le contrôle. Camille, sans bruit, n'avait rien détruit. Elle n'avait pas forcé de porte. Elle avait simplement ouvert une fenêtre. Et lui, malgré lui, respirait à nouveau. Elle, de son côté, ne se faisait aucune illusion. Elle savait qu'un homme comme lui ne se laissait pas approcher facilement. Elle ne cherchait pas à le changer. Elle n'attendait rien. Mais chaque petit signe d'humanité, chaque faille qu'il laissait entrevoir, nourrissait en elle une forme d'attachement qu'elle n'osait pas nommer. Elle ne voulait pas tomber amoureuse. Elle ne le devait pas. Trop de responsabilités, trop de cicatrices, trop de risques. Et pourtant, il suffisait d'un regard de lui pour que quelque chose se serre dans sa poitrine. Une douleur douce, ancienne, le genre de douleur qu'on croyait oublier. Le genre qui fait dire « et si ?» Et dans cette maison figée, dans ce monde de pierre et de silence, cette question murmurée était peut-être la plus dangereuse et la plus vivante. Le jour où Clément Renaud arriva au domaine, le ciel était clair, presque trop bleu pour un début de matinée d'octobre. Il descendit de sa voiture de sport noire, claquant la portière d'un geste énergique, les lunettes de soleil toujours posées sur son nez malgré l'ombre des arbres centenaires qui bordaient l'allée. Le bruit du moteur s'était à peine éteint qu'il lançait déjà des salutations sonores, appelant un domestique par son prénom, demandant si Mathieu était dans son bureau comme d'habitude à cette heure-là. Son rire éclata brièvement lorsqu'il croisa Madame Lemoine, à qui il fit la bise sans attendre son consentement. Il connaissait tout le monde ici, mais il n'était pas venu depuis longtemps, trop longtemps, selon lui. Et ce qu'il ignorait encore, c'était que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait changé la maison depuis sa dernière visite. Camille observait la scène à distance, debout dans l'encadrement de la porte du bureau. Elle connaissait son nom, Clément Renaud, associé de Mathieu, mais aussi son ami d'enfance, à ce qu'on lui avait dit. Un homme plus jeune d'esprit que d'apparence, qui parlait fort, marchait vite et posait trop de questions avec des sourires déjà prêts. Dès le premier regard qu'il lui adressa, elle comprit qu'il avait déjà décidé de lui plaire. Il la salua avec un clin d'œil discret, lui tendit la main et se présenta comme si c'était lui le propriétaire du château. Elle serra cette main, poliment, sans se dérober, mais sans s'attarder. Et cela, il le remarqua. « Vous êtes la fameuse assistante dont tout le monde parle ?» lança-t-il en souriant. « Mathieu cache toujours les meilleures choses. » Elle ne répondit rien. Un léger sourire, une distance polie. Mais en entrant dans le bureau, elle sentit immédiatement l'atmosphère changer. Mathieu était debout, raide, les mains derrière le dos. Il salua Clément sans effusion. Les retrouvailles furent cordiales, mais sans chaleur. Et lorsque Clément s'assit sur le coin du bureau, se tournant à moitié vers Camille pour lui adresser une remarque sur la décoration austère de la pièce, Mathieu posa sèchement un dossier devant lui pour recentrer l'attention. Ce genre de tension silencieuse, Camille y était sensible. Elle n'en montra rien, mais elle ressentit clairement le déséquilibre que cette arrivée venait de provoquer. Pendant la réunion, elle resta dans un coin de la pièce, prenant des notes, transmettant les documents nécessaires. Clément lui adressait régulièrement des regards, des questions feintes, des compliments à peine voilés sur sa précision, sa posture, sa manière d'organiser les dossiers. Mathieu, lui, se montrait de plus en plus fermé. Il ne leva jamais la voix, ne fit aucun reproche, mais son visage s'était refermé, comme s'il s'efforçait de contenir une agitation qu'il ne voulait surtout pas exprimer. À la fin de la réunion, Clément proposa de déjeuner tous ensemble. Mathieu refusa sous prétexte d'un engagement avec le maître de chai. Camille allait se retirer quand Clément l'arrêta gentiment. « Et vous, Camille, vous devez bien manger, non ?» Elle hésita. Refuser aurait pu paraître impoli. Accepter, trop révélateur. Finalement, elle déclina avec calme, invoquant du travail en retard. Il la fixa un instant, puis haussa les épaules, rieur. « Vous êtes aussi sérieuse que votre patron. » Ce jour-là, Mathieu ne dit rien de plus, mais sa manière de se comporter avait changé. Il évitait les couloirs lorsqu'il savait que Clément et Camille s'y trouvaient ensemble.
Il restait plus longtemps au chai, sortait plus souvent, prolongeait ses visites sur les terres, comme s'il cherchait à mettre de la distance entre lui et quelque chose qu'il refusait de regarder en face. Camille, de son côté, ne changea rien à sa routine, mais elle voyait tout. Les regards insistants de Clément, les silences plus lourds de Mathieu, la crispation soudaine de certaines conversations. 2 jours plus tard, alors qu'elle travaillait dans le petit salon, classant des rapports de vendange, Clément entra sans frapper, un dossier à la main. « Vous avez vraiment une patience d'ange pour supporter son humeur, » dit-il en s'asseyant face à elle. Il n'a pas changé, toujours aussi glacial. Camille ne répondit pas. Il poursuivit plus bas. « Vous savez, il a un talent fou pour garder les gens à distance. Même moi, parfois, je ne sais plus comment lui parler. » Elle leva les yeux, le regard neutre. Peut-être qu'il n'attend plus qu'on lui parle. Clément la fixa un instant. Il comprit que cette phrase n'était pas anodine, que Camille n'était pas une simple secrétaire qui tapait des lettres et rangeait des papiers. Il y avait entre elle et Mathieu une tension particulière, quelque chose d'implicite mais indéniable. Il sourit, cette fois sans amusement. Intéressant. Et il sortit, sans un mot de plus. Le soir même, lors du dîner, Clément proposa un toast. Il remercia le domaine pour son accueil, félicita Mathieu pour la qualité de sa dernière cuvée, puis, en tournant les yeux vers Camille, glissa « Et merci à Camille, qui rend cette maison plus lumineuse qu'elle ne l'a été depuis longtemps. » Un silence suivit. Mathieu baissa les yeux vers son verre, immobile. Camille se contenta d'un hochement de tête, impassible, mais intérieurement, elle sentait la température changer autour d'elle. La nuit venue, Mathieu resta seul dans la bibliothèque, le regard perdu entre 2 rayonnages. Il tenait dans sa main un verre qu'il n'avait pas touché. Il pensait à Clément, à ses mots, à la manière dont Camille avait regardé ailleurs. Il n'avait pas le droit d'être jaloux. Il n'avait jamais formulé aucun sentiment. Il n'avait rien promis, rien demandé. Mais il sentit la morsure sourde d'un manque qu'il ne pouvait plus nier. Dans son journal, il écrivit cette nuit-là « Il est libre de parler. Elle est libre d'écouter. Mais moi, qu'ai-je fait pour qu'elle reste ?» Une question qu'il n'avait jamais eu à se poser, jusqu'à maintenant, parce qu'il sentait que quelque chose pouvait lui échapper, et que cette fois, il n'avait plus envie de laisser partir ce qui avait lentement pris racine dans son silence. Le lundi suivant, Camille n'était pas là à son poste. Son bureau était fermé, la lampe restait éteinte, les dossiers de la veille encore empilés sur le coin de la table. Mathieu remarqua son absence dès qu'il franchit le couloir. Il ne fit aucun commentaire devant le personnel, se contentant d'un regard bref vers la porte close, comme s'il tentait d'évaluer la raison d'un silence inhabituel. Mais au fond de lui, un frisson d'inquiétude traversa cette certitude que tout était toujours sous contrôle. Madame Lemoine, interrogée à mi-voix, se contenta de dire « Elle a demandé un jour de repos. Elle reviendra demain, je suppose. » Puis elle reprit sa tâche sans insister. Mais le lendemain matin, la chaise restait vide. Toujours pas de nouvelles. Aucun appel. Aucun message. Mathieu, sans savoir pourquoi, sentit un poids dans la poitrine qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Ce n'était pas de l'agacement. Ce n'était pas non plus une contrariété professionnelle. C'était autre chose. Une absence qui prenait trop de place. Une perturbation qu'il ne savait pas nommer. Il tenta de se plonger dans ses dossiers, mais rien n'y faisait. Il relisait les mêmes chiffres, les mêmes notes, sans rien assimiler. Le moindre bruit dans le couloir lui faisait lever les yeux tendus, puis retomber dans un silence plus lourd encore. Clément, toujours au domaine, remarqua rapidement cette tension. En fin d'après-midi, alors que les vendanges se préparaient, il lança à Mathieu d'un ton faussement léger « Elle a disparu ou tu l'as fait fuir ?» Mathieu ne répondit pas. Il se contenta d'un regard dur, puis tourna les talons. Ce n'était pas le moment pour les plaisanteries. C'est Thibaut qui discrètement apporta la réponse. En fin de journée, il glissa à Mathieu que Camille était partie voir sa sœur dans une petite commune au nord de la Dordogne. Il l'avait appris par une des aides du village, qui avait vu Camille prendre un autocar la veille. Ce détail, anodin en apparence, prit pour Mathieu une dimension inattendue. Il n'avait jamais su que Camille avait une sœur. Il n'avait jamais pensé à lui poser la question, trop occupé à maintenir la distance, à se protéger derrière des gestes professionnels et des silences calculés. Le soir venu, seul dans son bureau, il se surprit à marcher de long en large, incapable de se poser.
L'absence de Camille laissait un vide concret, presque physique. Ce qu'il refusait de voir, ce qu'il s'efforçait de contenir, devenait maintenant évident. Elle comptait, pas comme une employée, pas comme une présence pratique, mais comme un point fixe dans une maison pleine d'échos. Elle avait su s'installer là où personne d'autre n'avait osé s'aventurer depuis des années, et maintenant qu'elle n'était plus là, tout lui semblait bancal. Le lendemain matin, très tôt, Mathieu monta dans sa voiture et prit la route vers la Dordogne. Il ne prévint personne. Il ne savait même pas exactement où il allait. Il avait vaguement retenu le nom de la commune. Arrivé dans le petit village, il marcha longuement à travers les ruelles jusqu'à ce qu'une femme, assise devant une boulangerie, reconnaisse la description de Camille. Elle indiqua une maison modeste, en bordure d'un chemin de campagne. Mathieu hésita devant la grille, main sur la barre métallique rouillée. Il n'avait pas de raison officielle d'être là. Il ne savait même pas ce qu'il comptait dire. Mais au moment de faire demi-tour, la porte s'ouvrit. Camille apparut, un sac à la main, visiblement prête à partir. Elle s'arrêta net en le voyant. Son visage se figea. Elle ne dit rien. Lui non plus d'abord. « Je ne suis pas venu pour vous ramener », finit-il par dire. « Je voulais savoir si tout allait bien. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis baissa légèrement les yeux. « Ma sœur est malade. Elle a eu une crise d'asthme sévère. Je ne pouvais pas rester sans venir. » Mathieu hocha la tête. Il n'avait pas de reproche à lui faire. Mais une phrase sèche, presque involontaire, s'échappa de sa bouche. « Vous auriez pu prévenir. » Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni tristesse. Juste une forme de déception douce, fatiguée. J'ai pensé que ça ne changerait rien. Il aurait voulu répondre, expliquer, dire qu'il avait passé 2 jours à chercher des raisons, à interroger les murs de son château vide. Mais il resta muet. Elle reprit, « Je reviendrai demain matin. Je ne quitte pas le poste si c'est ça que vous craignez. » Ce fut à ce moment précis qu'il comprit combien il avait été lâche. Ce n'était pas l'absence de Camille qui lui avait fait peur, mais ce qu'elle révélait de lui. Son incapacité à dire, à exprimer, à faire un pas vers l'autre sans armure. Il avait construit des murailles autour de son cœur, et il attendait des autres qu'ils sachent les franchir seuls. Camille n'était pas partie pour fuir. Elle était partie parce que, même silencieuse, elle avait porté trop, et que personne, lui le premier, n'avait tendu la main. Sur le chemin du retour, il ne pensa pas au domaine, ni aux chiffres, ni aux vendanges. Il pensa au silence de Camille, à sa fatigue visible, à la façon dont elle avait tenu bon sans jamais rien exiger. Il comprenait enfin que ce qu'il éprouvait n'était pas une faiblesse ni une distraction. C'était la possibilité d'un attachement vrai, d'une présence qui ne s'achète pas, qui ne se gère pas. Et s'il ne faisait rien, il savait qu'un jour elle partirait vraiment, et qu'il ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même. Lorsqu'elle revint le lendemain, rien ne fut dit de sa courte absence. Mathieu la salua comme d'habitude, mais son regard était différent, plus attentif, plus nuancé. Clément, de son côté, observa cette dynamique d'un œil curieux, presque amusé, mais il comprit aussi que quelque chose lui échappait. Ce lien entre eux deux, construit lentement sans phrases éclatantes ni gestes spectaculaires, avait une solidité étrange, une vérité qu'il ne pourrait pas imiter, ni concurrencer. Et Mathieu, sans encore savoir comment, commença à penser qu'il était peut-être temps d'arrêter de fuir. Le domaine avait retrouvé son rythme habituel depuis le retour de Camille. Les vendanges débutaient sous un ciel voilé, et l'activité reprenait dans chaque recoin du château. Les travailleurs allaient et venaient dans les rangées de vignes, les machines tournaient, les paniers se remplissaient à une cadence soutenue. Camille s'était remise au travail avec le même calme méthodique, sans commenter son absence, sans chercher d'explication. Mathieu, quant à lui, gardait une distance prudente, mais ses silences étaient devenus moins durs, plus ouverts. Il semblait moins préoccupé par le contrôle et plus attentif aux présences. Il observait Camille souvent, mais sans insistance. Il notait ses gestes, ses réactions, ses silences, comme s'il cherchait à déchiffrer une langue étrangère. Clément, toujours au château, se faisait plus pressant. Il profitait de chaque occasion pour s'adresser à Camille, la taquinait à demi-mot, lui posait des questions sur ses projets, sur sa vie avant Bordeaux. Il évoquait Paris avec nostalgie, parlant de ses bureaux dans le 8e arrondissement, des opportunités qu'il pouvait offrir à une femme aussi compétente qu'elle. Lorsqu'il lui proposa un poste au sein de son entreprise, il ne le fit pas devant Mathieu.
Il attendit un moment opportun, à l'écart, dans un coin du jardin où elle prenait un appel. « Camille, écoutez-moi bien, je suis sérieux. Ce que vous faites ici, vous pourriez le faire à Paris. Mieux encore, vous auriez une stabilité, un vrai contrat, un vrai avenir. Ce château est un monde à part, une bulle. Vous méritez plus que d'y rester enfermé. » Elle resta silencieuse quelques instants. Il insista. « Je peux vous envoyer les détails du poste dès demain. Et je vous assure, ce n'est pas juste une offre professionnelle. C'est aussi une chance pour vous de sortir d'ici, de vivre. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et si ce que je cherche, ce n'est pas sortir d'ici ?» Clément recula d'un pas, pris de court. « Vous plaisantez? Ce lieu est une prison. » Elle secoua la tête. « Ce lieu m'a offert quelque chose que je n'avais plus. Le silence, l'espace, la possibilité de recommencer sans devoir tout expliquer. » Il la fixa, puis sourit d'un air moqueur. « Alors c'est à cause de lui ?» Elle ne répondit pas. Il haussa les épaules et ajouta, plus bas, « Tu sais, Camille, Mathieu ne dira jamais ce qu'il ressent. Il est incapable de ça. Il préfère écrire dans ses carnets plutôt que de parler à quelqu'un, et même moi, je ne sais plus comment le lire. Tu vas attendre encore combien de temps à vivre dans ces silences ?» Cette fois, elle se contenta de répondre, « Je ne suis pas venue ici pour attendre. » Clément comprit qu'il avait perdu. Non pas face à un rival, mais face à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ce lien entre Camille et Mathieu n'était pas visible. Il n'avait pas de forme concrète. Mais il était là, solide, silencieux et hors d'atteinte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Mathieu avait entendu la dernière partie de la conversation. Il n'était pas venu volontairement. Il était passé par là par hasard, entendant les voix, s'arrêtant au détour du chemin. Il avait entendu l'offre, la réplique, le ton, et pour la première fois il sentit le poids de sa propre lâcheté. Ce qu'il refusait de nommer, Camille le vivait. Ce qu'il taisait, elle le portait déjà. Et pourtant, elle restait. Ce soir-là, Clément vint le trouver dans la bibliothèque. « Tu as entendu, je suppose ?» Mathieu ne répondit pas. Il fixait un livre sans vraiment le lire. « Tu vas la laisser partir comme tu as laissé partir toutes les autres ?» Il ferma le livre, posa les mains sur la table. « Ce n'est pas tes affaires. » Clément sourit tristement. « C'est justement ça, le problème. Tout devient jamais tes affaires. Tu veux tout garder en ordre, tout contrôler. Mais les gens ne se contrôlent pas. Les sentiments encore moins. » Puis il ajouta plus doucement, « Tu sais ce que Camille a dit? Qu'ici, même dans le silence, elle se sent à sa place. Et toi, tu fais quoi? Tu la regardes en silence? Tu écris dans ton journal et tu crois que ça suffit ?» Mathieu ne répondit toujours pas, mais il se leva, traversa la pièce lentement et sortit sans un mot. Cette conversation, il ne voulait pas l'avoir avec Clément. Il devait l'avoir avec lui-même. 2 jours plus tard, en classant des livres dans une vieille malle du grenier, Camille tomba sur une boîte métallique rangée sous un plaid. Par réflexe, elle l'ouvrit. Elle reconnut immédiatement l'écriture sur le cahier à l'intérieur. Le nom Mathieu de la Cour était écrit sur la première page, suivi d'une date 2012. Elle referma aussitôt, mais la boîte lui échappa des mains, s'ouvrant en tombant, laissant glisser plusieurs feuilles. L'une d'elles resta visible. Elle hésita, puis la lut. Il y était question d'un frère, d'une femme aimée, d'un projet de mariage détruit par une trahison. Les mots étaient crus, douloureux, mais clairs. Mathieu avait été brisé par 2 personnes en qui il avait cru, et depuis, il n'avait plus jamais laissé personne entrer. Elle remit tout en place, sans rien dire à personne. Mais ce soir-là, avant de quitter son bureau, elle déposa une enveloppe sur la table de Mathieu. À l'intérieur, une seule phrase écrite d'une main tremblante. « Vous êtes encore capable d'aimer. » Quand il lut ces mots, quelque chose céda en lui. Pas une douleur, pas un regret, mais une vérité impossible à ignorer. Camille avait vu ce qu'il voulait cacher, et au lieu de fuir, elle avait choisi de rester. Les jours qui suivirent la découverte du carnet de Mathieu furent empreints d'une tension calme, presque invisible à l'œil nu, mais perceptible dans chaque geste, chaque regard, chaque silence prolongé. Camille n'attendait pas de réaction. Elle n'avait rien écrit pour obtenir une réponse. Elle avait simplement voulu poser un mot là où le silence devenait trop lourd. Et Mathieu, fidèle à lui-même, ne réagit pas immédiatement. Il lut la phrase plusieurs fois, la relut, la garda dans son portefeuille sans la plier. Mais il ne vint pas la voir. Il ne lui dit rien. Il s'enferma dans un mutisme presque défensif, oscillant entre trouble et recul.
Il ne savait pas comment accueillir cette intrusion délicate dans une partie de lui qu'il pensait à jamais fermer. Camille, elle, continua son travail avec le même soin. Elle ne modifia pas son comportement, ne chercha pas à croiser son regard plus qu'à l'accoutumer. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait basculé. L'avoir lu, ce n'était pas une erreur. C'était une rencontre, non pas entre elle et lui, mais entre elle et ses ruines. Et dans ces ruines, elle avait reconnu des morceaux d'elle-même. L'abandon, le poids des trahisons, le choix du silence comme unique forme de survie. Ce qui les liait désormais n'était pas un élan passionnel, ni une attirance facile. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance. Mathieu, de son côté, relut certaines pages de ce journal de 2012. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années. Les mots étaient encore vifs, la colère intacte, la trahison de son frère, le regard fuyant de la femme qu'il avait aimée, les promesses évanouies. Tout y était, noir sur blanc. Il avait écrit pour ne pas hurler, pour ne pas perdre la tête. Il avait couché sur le papier ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. Et voilà que Camille, sans le vouloir vraiment, était entrée dans cet espace, et qu'elle en était ressortie non pas avec un jugement, mais avec une phrase. Juste une phrase. Elle ne l'avait pas plaint. Elle ne l'avait pas excusé. Elle lui avait seulement tendu un miroir qu'il refusait de regarder depuis trop longtemps. Un matin, il l'aperçut depuis la fenêtre de son bureau, marchant lentement entre les rangées de vignes. Elle tenait un carnet à la main, prenait des notes. Il l'observa longuement. Pas comme un homme regarde une femme qui lui plaît. Pas encore, mais comme quelqu'un qui découvre une présence qu'il ne veut plus ignorer. Il descendit les escaliers, traversa la cour et s'arrêta à quelques pas d'elle. « Vous aimez le silence des vignes ?» demanda-t-il. Elle se retourna, surprise, puis hocha la tête. « C'est un silence qui respire. » Il regarda autour de lui. Les feuilles commençaient à jaunir, la saison avançait. Il hésita, puis ajouta « Je n'ai jamais relu ce journal depuis que je l'ai fermé, pas avant que vous tombiez dessus. » Elle ne dit rien, il poursuivit. « Je croyais que l'écrire suffirait à l'oublier. Mais non, on n'oublie pas, on apprivoise. » Camille tourna lentement la tête vers lui. Son visage était calme, mais ses yeux portaient une attention entière. « Vous ne l'avez pas oublié, mais vous avez survécu. » Il la regarda longuement. Pour la première fois, il ne se sentit ni exposé, ni menacé. Il se sentit simplement vu. Pas comme un patron, ni comme un homme meurtri, mais comme quelqu'un qui portait encore en lui une part de lumière, malgré la cendre. Le soir venu, dans le silence du château, il relut encore la phrase de Camille. « Vous êtes encore capable d'aimer. » Il la prononça à voix haute, seul, pour entendre ce que cela faisait. Le mot « aimer » avait depuis longtemps quitté son vocabulaire. Il lui semblait abstrait, illusoire. Mais dans sa bouche, prononcé à voix basse, il sonnait différemment, moins lointain, moins froid. Les jours passèrent. Clément quitta enfin le domaine, non sans un dernier mot pour Camille. « Si un jour tu te lasses d'attendre l'impossible, tu sais où me trouver. » Elle n'eut pas besoin de répondre. Il comprit qu'il n'y aurait pas de suite. À présent, le château respirait un autre air, plus dense, plus incertain. Camille et Mathieu se retrouvaient de plus en plus souvent dans les mêmes pièces, parfois en silence, parfois autour d'un dossier, parfois sans raison apparente. Un jour, en rangeant des bouteilles dans la cave, leurs mains se touchèrent par accident. Ils se figèrent tous les deux, puis reculèrent. Aucun mot. Mais une chaleur soudaine, un battement commun. Le soir suivant, elle trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, un extrait du journal recopié à la main, accompagné d'une phrase de Mathieu. « Je croyais que plus rien ne méritait d'être écrit. Merci de m'avoir contredit. » Camille sentit ses doigts trembler légèrement. Elle rangea la lettre dans son carnet. Elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite. Elle ne savait même pas si quelque chose viendrait. Mais elle savait que, désormais, elle n'était plus seule à marcher. Il était là, présent, hésitant, mais là. Et dans cette maison où chaque pas semblait compter double, ce simple fait valait déjà plus que toutes les déclarations. Le soleil matinal filtrait à travers les feuillages rougis du domaine, projetant des ombres mouvantes sur la terre humide. La saison des vendanges battait son plein, et le château vibrait au rythme des pas rapides, des voix portées par le vent et des paniers remplis de grappes lourdes et sucrées. Camille, vêtue d'un jean délavé et d'une chemise claire aux manches retroussées, marchait entre les rangées de vignes,
un carnet à la main, notant les parcelles cueillies, les équipes assignées, les délais à respecter. Ce n'était pas son rôle initial, mais depuis quelques jours, Mathieu lui confiait davantage de responsabilités liées aux opérations du domaine. Elle ne posait pas de questions. Elle acceptait, agissait, et cela semblait apaiser quelque chose en lui. Mathieu, de son côté, passait plus de temps dehors. Il s'éloignait de son bureau, de ses habitudes millimétrées, de ses refuges familiers. Il se mêlait aux travailleurs, goûtait les raisins sur les cèpes, échangeait brièvement avec les chefs d'équipe, mais surtout qu'il observait Camille. Pas comme un homme surveille une employée, comme un homme observe une femme qu'il commence à voir autrement. Il y avait chez elle une capacité rare à s'effacer tout en occupant l'espace, à imposer une présence sans bruit, à lier efficacité et douceur. Il n'y avait ni séduction ni artifice, juste une vérité nue, impossible à ignorer. Ce matin-là, Camille s'attarda dans une section reculée du vignoble, là où les pieds de vigne plus anciens produisaient des raisins d'une qualité exceptionnelle. Le sol, légèrement en pente, était devenu glissant à cause de la rosée encore fraîche. En remontant un rang, concentrée sur ses notes, elle posa mal le pied sur une pierre humide. Son corps bascula en avant, son genou heurta une racine et son carnet s'envola. Avant même qu'elle ne touche le sol, 2 bras la saisirent fermement. Elle fut retenue nette, suspendue entre la chute et l'équilibre, son visage à quelques centimètres de celui de Mathieu. Elle sentit son souffle court, l'odeur discrète du bois et du cuir sur sa veste, la tension dans ses bras. Il la tenait encore, leurs regards soudain ancrés l'un dans l'autre, sans bruit, sans pensée. Ils restèrent ainsi, suspendus dans une seconde trop longue. Le vent jouait dans les feuilles, la lumière clignotait entre les branches. Les doigts de Mathieu, crispés sur les bras de Camille, se détendirent légèrement. Elle ne bougea pas. Leur visage, à quelques centimètres, semblait chercher l'autre sans oser franchir la distance. Un pas, un souffle, et ils se seraient rejoints. Mais à cet instant précis, une voix retentit au bout du rang. « Mathieu, on a un souci avec la benne sud. Tu peux venir ?» Clément venait d'apparaître, essoufflé, les yeux passant de l'un à l'autre. La tension devint palpable. Camille se redressa aussitôt, s'éloignant doucement de l'étreinte sans rien dire. Mathieu recula d'un pas, rattrapa le carnet tombé, le tendit à Camille sans la regarder, puis tourna les talons vers Clément, sans un mot. Elle resta seule un moment, les mains tremblantes, le cœur battant trop fort pour une chute évitée. Ce n'était pas le geste qui l'avait troublé. C'était ce qui avait manqué de se produire, ce qui avait été interrompu, non pas par maladresse ni par peur, mais par le monde réel. Le monde qui rappelle que rien n'est jamais simple, que les moments suspendus n'attendent pas. Plus tard dans la journée, elle le croisa brièvement dans le couloir du chai. Il ralentit en la voyant comme s'il allait dire quelque chose, mais il passa sans s'arrêter. Elle sentit son absence plus dure que son silence. Le soir venu, elle resta plus tard dans son bureau, feuilletant des registres sans vraiment les lire. La maison était calme. Le personnel avait dîné, les ouvriers étaient repartis, les lumières des étages s'éteignaient une à une. Elle espérait entendre ses pas, un signe, une explication. Mais il ne vint pas. Dans sa chambre, Mathieu se tenait devant la fenêtre ouverte. Il revoyait chaque seconde de la scène. La chute évitée, la proximité, le regard de Camille, la voix de Clément. Il ne pouvait ignorer ce qu'il avait ressenti. Ce n'était pas un élan irréfléchi. C'était une pulsion contenue depuis des semaines, une vérité niée mais présente. Il ne pouvait plus faire semblant. Il ne pouvait plus continuer à prétendre que Camille était juste une assistante, une présence neutre, un souffle passager. Mais il ne savait pas comment réparer l'interruption. Il ne savait même pas s'il devait le faire. Il avait peur, non pas de l'aimer, mais de ne pas savoir aimer correctement, d'abîmer ce qu'elle lui apportait. Camille, dans son lit, fixait le plafond. Elle repensait au moment figé entre eux. Elle ne savait pas ce qui aurait suivi s'il n'avait pas été interrompu. Un baiser, une parole, un simple geste, et maintenant, elle doutait. Était-ce réel ou seulement une illusion, une projection? Elle n'attendait rien, mais elle avait cru percevoir un mouvement, une faille, un début, et ce rien qui avait suivi lui faisait mal. Le lendemain, ils se croisèrent dans le bureau. Mathieu, fidèle à lui-même, reprit le ton professionnel. « Vous pouvez m'envoyer le rapport des vendanges de ce matin avant midi ?» Elle répondit simplement « Bien sûr ». Aucun commentaire.
aucun mot de trop. Et pourtant, dans son regard, elle lut quelque chose, un remords, ou peut-être un regret. Mais cela ne suffisait pas. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait, ce qu'elle espérait en silence, ce n'était pas un rapport, ce n'était pas une consigne, c'était un pas, une parole, une vérité. Et cette vérité, pour l'instant, restait enfermée derrière les lèvres closes de Mathieu. Les jours qui suivirent l'incident dans les vignes se déroulèrent avec une précision mécanique. Camille reprit son rythme habituel, méthodique, irréprochable. Elle se montrait ponctuelle, efficace, distante sans être froide. Rien dans son comportement ne trahissait ce qu'elle ressentait. Pourtant, elle le savait. Quelque chose s'était définitivement figé. Le moment suspendu avait été interrompu, puis effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Mathieu, fidèle à lui-même, avait décidé de ne pas en parler. Et cette absence de mots, cette décision de ne pas nommer ce qui avait été si proche d'arriver, pesait davantage que le silence lui-même. Elle tentait de s'en convaincre. Il ne lui devait rien. Il n'avait jamais formulé la moindre intention, la moindre promesse. Mais au fond, elle savait que son cœur n'était pas en jeu à moitié. Elle n'attendait pas un conte de fées. Elle ne voulait pas d'un amour précipité. Elle voulait seulement être reconnue dans ce qu'elle avait offert, sa présence, sa patience, sa vérité. Et cette reconnaissance, elle ne la voyait nulle part. Pire, elle sentait qu'en restant, elle trahissait sa propre valeur. Un soir, après avoir terminé la relecture d'un contrat que Mathieu devait signer le lendemain, Camille resta assise longuement à son bureau. Elle observait la pièce, ses murs clairs, les dossiers parfaitement classés, la petite lampe qui diffusait une lumière douce. Cet espace avait été le sien pendant des mois. Elle s'y était installée sans bruit, y avait laissé des traces invisibles. Mais plus elle regardait autour d'elle, plus elle sentait que ce lieu, malgré tout ce qu'elle avait tenté d'y construire, n'était pas à elle. Elle était toujours en transit, dans un rôle flou entre loyauté professionnelle et attachement silencieux. Elle ouvrit un tiroir, prit une feuille vierge et commença à écrire. Pas une lettre d'adieu, pas un message dramatique, juste une décision, claire, propre, sans reproche. Elle expliquait qu'elle avait besoin de prendre un autre chemin, que sa mission avait été remplie avec honnêteté, mais qu'elle devait désormais penser à elle, à sa vie, à son avenir. Pas une fois, elle ne mentionna Mathieu. Pas une fois, elle ne parla de sentiments. Ce n'était pas nécessaire. Tout était déjà dans le non-dit. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, la posa sur le bureau de Mathieu, bien en évidence. Puis elle quitta la pièce sans se retourner. Le lendemain matin, Mathieu entra dans son bureau comme à son habitude. Il salua brièvement Thibault, traversa le couloir, ouvrit la porte. Son regard tomba immédiatement sur l'enveloppe. Il reconnut l'écriture de Camille avant même de l'ouvrir. Une crispation imperceptible traversa son visage. Il s'assit, déchira l'enveloppe lentement, lut. Chaque ligne frappait comme un constat. Il ne trouva aucun reproche, aucun sous-entendu, juste une cohérence, une clarté. Camille avait choisi de partir. Non parce qu'il l'avait rejetée, mais parce qu'il n'avait pas su répondre. Et c'était pire. Il resta longtemps immobile, le regard perdu sur la feuille. Puis il se leva d'un bond. Il descendit les escaliers à grandes enjambées, demanda à Madame Lemoine où se trouvait Camille. Elle n'était pas dans son bureau, elle n'était pas dans les jardins, elle n'était pas dans sa chambre. Il comprit aussitôt. Il sortit sans manteau, sa montre encore au poignet, le souffle court. Il monta dans sa voiture, démarra, roula en direction de la gare de Bordeaux. Le ciel était couvert, le vent soulevait des nuages de poussière sur les routes secondaires. Il ne regardait pas l'heure, il ne pensait à rien, sinon à elle, à tout ce qu'il n'avait pas dit, à tout ce qu'il n'avait pas osé montrer, à chaque moment où il avait cru que le silence suffisait, à chaque instant où il avait reculé au lieu d'avancer. Camille, assise sur un banc du quai numéro 2, serrait sa valise entre les jambes. Elle avait choisi le train de 15 heures pour Paris, pas parce qu'elle avait un plan, mais parce qu'elle devait bouger, quitter, respirer ailleurs. Elle regardait l'horizon vide, les rails brillants, les gens qui passaient. Elle ne s'attendait à rien. Elle avait fait son choix. Elle pensait à sa sœur, à ce qu'elle allait lui dire, à comment recommencer encore une fois, ailleurs. À 14h58, le son caractéristique d'un moteur à l'arrêt la fit se retourner. Mathieu venait d'arriver. Il descendit précipitamment, scanna le quai du regard, puis la vit. Il s'approcha à grands pas,
Elle se leva. Ils restèrent face à face sans parler, entourés du bruit de la gare, des annonces, du monde qui avançait. Il parla le premier, d'une voix rauque, maladroite. « Je ne suis pas venu pour t'empêcher de partir. » Elle le fixa, surprise par le tutoiement. Il continua. « Je ne suis pas bon pour ça, les mots, les gestes. Mais depuis que tu es entré dans ma vie, je ne suis plus le même. Je croyais que j'avais fini d'aimer, que ce n'était plus pour moi. Et puis tu es arrivé, et tout s'est mis à bouger. » Le haut-parleur annonça l'arrivée du train. Camille baissa les yeux. « J'avais besoin que tu dises quelque chose, n'importe quoi. » Il s'approcha, plus près. « Je sais, et je suis en retard, comme toujours. » Le train entra en gare. Il ajouta « Je ne te demande pas de rester. Je veux juste que tu saches que si tu pars, tu emportes avec toi la seule chose vraie qui m'est arrivée depuis des années. » Elle sentit ses yeux se remplir, mais elle ne bougea pas. Le train s'immobilisa, les portes s'ouvrirent, les passagers commencèrent à monter. Mathieu ne bougea pas non plus. Il resta là, face à elle. « Si tu veux partir, je comprends, mais je ne ferai plus semblant. Tu as réveillé quelque chose en moi, et je ne veux plus que ça se rendorme. » Elle le regarda longtemps, puis tourna lentement la tête vers le train. Les secondes s'étiraient, les passagers continuaient à monter. Une annonce finale retentit, puis, lentement, le train repartit. Et Camille, toujours là, toujours immobile, n'était pas montée. Le train s'éloigna dans un grondement métallique, emportant avec lui les voyageurs, les valises, les au revoir précipités. Mais Camille restait là, figée sur le quai, les yeux encore rivés vers les rails vides. Elle n'avait pas bougé, pas un pas, pas une parole. Son corps tout entier semblait retenir un souffle qu'elle n'avait pas su relâcher. Derrière elle, Mathieu restait immobile, comme si lui aussi attendait de comprendre ce qui venait de se produire. Aucun des deux n'osait rompre le silence, mais quelque chose de profond s'était déplacé, une décision prise, une peur vaincue. La pluie commença à tomber sans prévenir. Une pluie fine, pénétrante, de celle qui transforme les pierres en miroirs et les vêtements en seconde peau. Camille leva les yeux vers le ciel, sentant les premières gouttes sur son front, sur ses joues, comme une caresse froide. Mathieu fit un pas vers elle, hésitant, puis un second. Elle tourna enfin la tête. Leurs regards se croisèrent. Rien dans l'expression de Camille n'était accusateur, rien n'était dramatique. Juste un calme mêlé d'émotions contenues. Il tendit lentement la main, sans la toucher. « Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Elle le regarda sans répondre. Il reprit, la voix plus basse. « J'ai passé des années à ne rien sentir, à m'interdire de ressentir. Et tu es arrivé avec ton silence, ta force, ton calme. Tu as tout changé sans forcer. Et moi, je suis resté figé. » Camille baissa les yeux vers sa propre main, hésitante, puis la glissa dans la sienne. Ce contact, si simple, si direct, les traversa tous les deux comme un aveu silencieux. La pluie continuait à tomber, mouillant leurs vêtements, leurs cheveux, leurs visages. Mais aucun des deux ne sembla le remarquer. « Tu ne m'as jamais demandé de t'aimer, Camille. Tu n'as jamais exigé quoi que ce soit. Mais tu m'as donné le droit de croire que c'était encore possible. » Elle hocha lentement la tête, les larmes se mêlant à la pluie. Puis, pour la première fois, elle parla. « J'ai attendu que tu me rejoignes. Pas pour me retenir, juste pour être vrai avec toi-même. » Il la regarda longuement. Dans ce visage qu'il connaissait désormais par cœur, il voyait la fatigue des mois passés, la détermination silencieuse, l'amour sans bruit. Il ne savait pas encore ce qu'il deviendrait, mais il savait, à cet instant précis, qu'il ne voulait plus revenir en arrière. Ils quittèrent la gare sous une pluie persistante, sans parapluie, sans protection. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la voiture de Mathieu. Aucun mot n'était nécessaire. Dans le silence, il y avait tout. Une décision commune, une volonté de rester. Non pas malgré les doutes, mais avec eux. Non pas parce que tout était réglé, mais parce qu'ils avaient enfin choisi d'avancer ensemble. Le trajet jusqu'au château se fit sans musique. Camille regardait par la vitre, les paysages noyés dans la grisaille, les vitres ruisselantes. Mathieu, concentré sur la route, jetait parfois un coup d'œil dans sa direction. Il voulait lui dire encore des choses, lui parler de ce qu'il avait écrit, de ce qu'il n'avait pas dit, de tout ce qu'il n'avait pas su faire. Mais pour l'instant, le silence suffisait. En arrivant au domaine, Madame Lemoine les aperçut depuis la fenêtre. Elle comprit immédiatement. Elle n'eut pas besoin de questions. Camille monta à sa chambre,
prit une douche chaude, changea de vêtements. Quand elle redescendit, Mathieu l'attendait dans la bibliothèque. Il se tenait debout, un dossier à la main, mais il ne lisait pas. Elle entra sans frapper. Il leva les yeux. Elle s'approcha. « J'aimerais rester, mais pas comme avant. » Il hocha lentement la tête. « Tu ne seras plus une employée. Tu ne l'as jamais été, en vérité. » Elle s'assit dans le fauteuil face à lui. « Et toi ?» Il s'approcha, s'assit à son tour face à elle. « Moi, je veux apprendre, à parler, à montrer, à ne pas tout enfermer. » Camille sourit légèrement. « Ce sera long. » Il sourit aussi. « Peut-être, mais je veux le faire avec toi. » Le feu crépitait doucement dans la cheminée. La pluie tombait encore dehors, enveloppant le château d'un murmure régulier. Dans cette pièce pleine de souvenirs, ils restèrent assis longtemps, sans se toucher, sans précipiter les choses. Mais tout avait déjà changé. Le lendemain, ils prirent le petit déjeuner ensemble, sans que cela ne paraisse étrange. Les regards du personnel n'étaient ni surpris ni curieux, juste bienveillants. Le château, autrefois figé dans une routine glacée, semblait s'ouvrir à nouveau. Non par de grandes transformations, mais par ces gestes simples, ces habitudes qui se forment à deux. Et dans le regard de Camille, il n'y avait plus d'attente. Il y avait une présence, une place retrouvée. Le printemps revint au domaine de la cour sans éclat, mais avec la promesse discrète des recommencements. Le vignoble, lentement, sortait de son sommeil hivernal. Les bourgeons apparaissaient sur les ceps, la terre retrouvait son parfum de vie et les hommes reprenèrent le chemin des rangées, guidés par le rythme ancien des saisons. Le château lui-même semblait respirer autrement, plus ouvert, plus vivant. Et au centre de cette transformation tranquille, Camille et Mathieu apprenaient à cohabiter dans un espace qui n'était plus seulement celui du travail, ni uniquement celui des souvenirs. Ils n'avaient jamais officialisé quoi que ce soit. Pas de discours, pas de promesses dites à haute voix. Mais leur quotidien parlait pour eux. Le matin, ils prenaient le café ensemble dans la véranda. Camille parlait peu mais elle écoutait, et Mathieu commençait à lui raconter par fragments les détails de son passé qu'il avait toujours gardés pour lui. Leur silence n'était plus des murs, ils étaient devenus des respirations. Le rythme entre eux s'était installé sans heurts, sans urgence, avec cette lenteur propre aux choses qui tiennent. Camille n'était plus une employée. Elle n'avait plus de fonction définie. Pourtant, elle agissait, décidait, orientait certaines démarches. Elle avait proposé une révision de la stratégie commerciale, avait organisé un partenariat avec un distributeur indépendant et surtout, elle avait convaincu Mathieu de créer une nouvelle ligne de vin. Une ligne différente, moderne, mais enracinée. Et à la surprise générale, il avait accepté. Ils passèrent des semaines à en définir les contours. Camille proposa le nom C.F. Cœur franc. Les initiales n'étaient pas anodines, mais elle ne les expliqua jamais. Mathieu ne posa pas la question. Il comprit. Le vin devait être élaboré à partir d'une parcelle spécifique du domaine, celle où ils avaient failli se toucher, là où tout avait basculé dans un presque. La terre y était plus difficile à travailler, plus imprévisible, mais le vin qui en sortait avait une personnalité propre, comme eux. Lorsque les premières bouteilles sortirent de l'atelier d'étiquetage, Camille les inspecta avec soin. Le design était sobre, élégant. Son nom figurait à côté de celui de Mathieu, non pas comme employée ni comme compagne, mais comme cofondatrice. Une reconnaissance discrète, mais entière. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus de passage nulle part. Elle appartenait à ce lieu, non pas parce qu'elle s'y était installée, mais parce qu'elle y avait construit quelque chose. La presse spécialisée accueillit le lancement avec curiosité. Un domaine ancien qui proposait une nouvelle cuvée signée par une femme. Certains journalistes s'étonnèrent de la discrétion du couple. Mathieu se contentait de répondre qu'il ne parlait jamais de ce qui comptait le plus. Camille, elle, souriait en silence. Ce qu'ils vivaient n'avait pas besoin d'être justifié. Le personnel du château s'était adapté naturellement à cette évolution. Madame Lemoine traitait désormais Camille avec une forme de respect affectueux, comme on le réserve à quelqu'un qui a traversé les épreuves sans se plaindre. Thibaut s'était même permis un jour une remarque qu'il n'aurait jamais faite auparavant. « On vous voit sourire, monsieur Delacour, ça fait drôle. » Mathieu avait simplement répondu « Moi aussi, ça me fait drôle. » Les mois passèrent. Une nouvelle vendange arriva, plus calme, plus maîtrisée. Camille participait aux réunions avec les chefs de culture, goûtait les jus.
notait des observations sur un carnet qu'elle gardait toujours dans sa poche. Mathieu la laissait faire. Il apprenait à ne plus tout diriger, à déléguer, à faire confiance. C'était une forme d'amour qu'il n'avait jamais connue. Laisser l'autre agir sans avoir peur de perdre le contrôle. Un soir de septembre, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, ils s'assirent ensemble sur le muret qui bordait la parcelle de Cœur-Franc. Les vignes étaient lourdes, prêtes à être récoltées. Camille tenait une bouteille entre les mains, la première de la série. Elle la posa entre eux, puis regarda Mathieu. « Je n'aurais jamais cru que ce lieu deviendrait ma maison. » Il prit une profonde inspiration. « Et moi, je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi resterait. » Elle le regarda sans sourire. « Je ne suis pas resté parce que c'était facile. » Il acquiesça lentement. « Je sais, et je t'en remercie. » Le silence s'installa. Cette fois, il n'était plus chargé de questions. Il était paisible. Puis Mathieu tendit la main. Camille la prit. Ils restèrent là, les doigts entremêlés, à regarder la lumière tomber sur les feuilles dorées. Il n'y avait plus de peur, plus de fuite. Juste deux personnes qui avaient accepté de se retrouver là où elles ne s'attendaient en plus à aimer. Un homme brisé qui avait appris à dire. Une femme fatiguée qui avait appris à rester. Et au milieu, une terre, un vin, un nom, Cœur-Franc. La récolte ne faisait que commencer. Mais cette fois, ils la vivraient ensemble.